Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Voici le grand journal. Antoine Diouf. D'abord, cette catastrophe de nombreux morts, 24 pour le moment. C'est dans un accident de la route entre Sagata et Kébémer. C'était ce matin. Nous serons en ligne avec notre correspondant à Louga, Al-Ousseinou Diagne. Santé avec l'épidémie de dengue dans la région de Louga toujours. À la date d'hier, 79 cas positifs ont été enregistrés sur 510 prélèvements. Il n'y a aucun décès, aucune complication. Ces informations émanent du ministère de la Santé. Une pénurie d'eau redoutée dans certains quartiers de Touba lors du Grand Magal. Mais pas de souci à se faire, d'après le directeur de l'Office des forages ruraux qui rassure les organisateurs de l'événement. Économie, taux d'endettement du Sénégal jugé très élevé par Maître Abdoulaye Wade. Le ministère de l'économie et des finances rejette totalement les affirmations de l'ancien président de la République. Les services d'Amadouba ont même fait remarquer, chiffre à l'appui, que le taux d'accroissement annuel de la dette du Sénégal était plus élevé sous Abdoulaye Wade qu'à l'heure actuelle. Maître Madi Kenya, numéro 2 du PDS, c'est ce qu'a dit Abdoulaye Wade à Touba. Ce n'est pas surprenant aux yeux de Farba Senghor, mais pour l'ex-responsable du PDS, Maître Nia n'a pas de base politique et il n'est pas non plus un homme de combat. Vous l'entendrez dans ce midi. Bonjour Anna Rocha. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. Au Mali, une bavure de l'armée française coûte la vie à 11 soldats maliens. C'étaient des soldats détenus par une organisation terroriste à Kidal. Le Libéria à l'écoute de la Cour suprême. Elle doit se prononcer aujourd'hui sur le cas d'éventuelle fraude constatée lors du premier tour de la présidentielle. Difficile de tenir le second tour demain, prévu donc demain. Nouvelle impasse en République démocratique du Congo, 24 heures après l'annonce de la CENI qui fixe les élections générales au 23 décembre 2018. L'opposition rejette ce nouveau calendrier électoral. Elle demande une transition maintenant et sans Kabila. Le menu sport avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malala. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Football, Afrique du Sud du Sénégal de vendredi prochain. Alassane Ndour de la génération 2002 demande à Aliou Cissé de jouer la carte offensive à fond à Polokwane pour ramener la qualification dès le match aller. Lutte avec donc les deux visages de l'arène sénégalaise depuis le début de la saison. Les amoureux de la lutte simple sont aux anges avec des compétitions organisées tous les week-ends au moment où l'arène avec la lutte avec frappe peine à prendre son envol. Dans ce 12 heures, vous aurez l'éclairage de Malik Tchandoum, notre confrère de la Sen TV. On parlera également des Nawetan à Maki. La chronique d'Abdoulaye Cissé dans cette édition, presse du jour Barthélémy Gom. En fin d'édition, le journal du Magal avec nos envoyés spéciaux à Touba. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une hécatombe. Le bilan est très lourd. Au moins 24 morts et de nombreux blessés ont été enregistrés. Donc, ce chiffre a été enregistré. Et l'accident s'est produit ce matin entre Sagata et Kébémer. C'est entre un minicar qui venait de Saint-Louis et un bus qui avait quitté Touba. Al-Ousseinou Diagne. Au total, 20 morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan provisoire de la collision frontale entre le bus en provenance de Touba et le minicar rempli de pèlerins venus de Saint-Louis pour se rendre au Magal. Le choc très violent a eu lieu ce matin aux environs de Sagata-Guet alors que le minicar tentait de dépasser un véhicule en panne sur les rebords de la route dans le sens Kébémer-Touba. Les deux chauffeurs d'ailleurs font partie des 20 personnes décédées. Il y a également de nombreux blessés, dont certains très graves, et qui ont été acheminés au centre régional hospitalier Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Les sapeurs-pompiers ainsi que le personnel médical et paramédical de la région sont à pied d'œuvre pour encore tenter de sauver des vies. La brigade de gendarmerie de Sagata-Guet, quant à elle, a ouvert une enquête pour élucider les véritables causes de ce drame. Louga, Al-Ousseinou Diagne, RFM.
Alousseinou Diagne, les dernières informations que vous avez recueillies il y a quelques instants font état de 24 morts. Le bilan donc a évolué. De 20, on est passé à 24 morts. Il est 12h05. Vous suivez le grand journal. Plusieurs centaines de fidèles qui doivent se rendre à Touba sont en ce moment bloqués à Rosso dans leur convoi de 95 véhicules. Il y a des chameaux et la douane refuse que ces animaux traversent la frontière. L'un des pèlerins coincés à Rosso est au micro de Mohamed Diop. Il s'appelle Aziz Diop. 5 à 7 dromadaires sont à bord du convoi. Il y en a un qui est pour Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, il est fils de Serigne Mourtala. Ce dromadaire sera sacrifié au Magal. Arrivé ici, on nous dit que les autorités interdisent la traversée de ces dromadaires vers le Sénégal. Ces animaux ne sont pas destinés au commerce, mais à célébrer l'événement de Serigne Touba. Il l'a recommandé. Si on nous interdit cela, que pourrons-nous faire? Nous ne sommes pas des commerçants. Nous voulons juste honorer les invités au Magal. Nous ne comprenons plus les autorités sénégalaises. Comment peut-on nous traiter ainsi chez nous? Nous sommes là coincés et le Magal, c'est dans 2 jours. Et il y a plus de 48 heures, les organisateurs du Magal de Touba émettaient quelques craintes par rapport à l'approvisionnement en eau de certains quartiers de Touba. Et pour les rassurer, le directeur de l'Office des forages ruraux a déclaré que toutes les dispositions ont été prises pour assurer un service correct. Écoutons Senindao au micro de Daouda Diouf. Le fort est là depuis 2 mois. Et juste après le CRD qui s'est tenu pour faire le point, c'est-à-dire le bilan de l'année dernière. Il y a des recommandations qui ont été faites et un plan d'action a été dressé. Il y avait 11 points de faiblesse et ces 11 points, depuis 2 mois, l'équipe est là pour l'exécution des travaux. Donc il y avait la panne des forages. Donc il y avait 5 forages qui étaient en panne, d'autres dont le débit n'était pas aussi important. Ensuite, il y avait également la densification et la massification du réseau qu'il fallait régler autour des quartiers qui sont au centre de la mosquée, mais ensuite les quartiers périphériques. Mais il fallait également payer des pièces détachées, des pièces de rechange, des pièces de plomberie, mais s'occuper également de l'ensemble des réservoirs qui doivent servir au remplissage des citernes. Mais il fallait payer également les pompes, des pompes neuves. On en a payé 4 pour les forages. Ensuite, il fallait également voir les camions qui doivent desservir pendant cette période de couverture. Donc il y avait autant de points qui ont été identifiés. Et durant ces 2 mois, l'équipe s'est mobilisée. ci xibaar yi lay doon lañ cay rek daal di jeexal leneen la mooy waay taskatu bus devant les acheminés à Touba ou Darou Mourti. Cheikh Ahmadou Mbacké Ngom. On est en train d'acheminer les poulets, donc et tout ce qui va avec la collation, les fruits, tout ce qui fera plaisir aux gens. On s'organise comme le font les autres daara. Organisés en comité, la Fédération des élèves et étudiants cadres du Diouane ont dû casser leur tirelire et dépenser jusqu'au dernier franc. Le chef a recommandé de faire des berndes. On a défini un budget. En fonction de ce budget, on a réparti les différentes tâches. Donc, ce que l'on doit dépenser pour les repas, pour l'organisation. Chaque année, on dépense des millions. Les filles, quant à elles, vont aussi jouer leur partition. Nabouri Dial. Chaque étudiant et étudiante a apporté sa participation. Le reste, on a fait du madjal entre guillemets. On a acheté des légumes. Il y a aussi on a acheté 150 prêts. Le reste, le bon. Si on part à Darou, c'est là-bas qu'on va l'acheter. C'est nous qui allons faire la cuisine. Côté transport, ces étudiants ont loué les services d'une agence de location de voitures, mais ils invitent le COUD à mieux les appuyer. Ousmane Faye Noreini. Le COUD subventionne quelques amicales parce qu'on a vu que cette année il y a eu des bus qui sont partis jusqu'à 2000 francs aller-retour ou aller simple. Donc c'est une initiative à féliciter. Cependant, ça devrait être général. On les appelle à ce qu'ils redoublent d'efforts et aussi à ce qu'ils subventionnent beaucoup plus les daïras parce qu'ils en ont plus besoin, parce qu'ils y vont avec beaucoup de fidèles. Le départ pour le Magal de Touba a commencé depuis le week-end dernier. Les étudiants de plein pied dans le Magal. C'était le reportage de Nafissatou Silla. À présent, le point de la situation en sécurité.
qui concerne l'épidémie de dengue dans la région de Louga. D'après le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à la date du 5 novembre 2017, un cumul de 510 prélèvements a été donc réalisé sur les cas suspects provenant des différentes structures sanitaires de la région. Sur ce cumul, 79 prélèvements sont positifs. Ces 79 patients ont bénéficié d'une prise en charge médicale sans nécessité d'hospitalisation. Ainsi, aucune complication et aucun cas de décès n'ont été notés, a précisé que les équipes du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec l'Institut Pasteur, maintiennent et poursuivent les activités de riposte sur le terrain. Et puis, aucun cas de dengue n'a été enregistré dans les autres régions du Sénégal. Voici les explications du docteur Aline Badrali. Il est le directeur adjoint du Centre d'opération des urgences sanitaires du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le docteur Aline Badrali est joint par Youssouf Bodian. Aucun des cas pour l'instant n'est internet. Tous les cas donc positifs font l'objet d'un suivi très étroit par une équipe d'épidémiologistes de terrain qui sont présentement à Louga. Et tous les cas donc ont été suivis et tous se portent bien. Il n'y a aucun cas pour l'instant hospitalisé et tous les premiers cas sont complètement guéris. Les derniers cas sont l'objet d'un suivi très étroit en collaboration avec le district sanitaire de Louga. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la situation est sous contrôle? Oui, absolument. Je pense qu'il n'y a pas à la demeure. Je pense que l'épidémie est effectivement sous contrôle au niveau de la région de Louga. Tous les efforts que nous sommes en train de faire tournent autour de ça, donc faire en sorte que l'épidémie ne déborde pas de la région, même si on sait que ça va être un peu difficile parce que les personnes bougent, les vecteurs aussi, Mais en tous les cas, pour l'instant, l'épidémie reste continue dans la région et nous sommes depuis la semaine dernière, même avant, nous sommes engagés dans des opérations de pulvérisation à Aide-Mars, donc traitement spatial avec des insecticides, couplés avec aussi des interventions de proximité. Nous allons dans les domiciles, des cas, nous pulvérisons pour essayer de tuer tout ce qui est moustique, tout ce qui est vecteur. Et en plus de ça, nous commençons aujourd'hui donc l'orientation des relais communautaires pour les former sur la lutte anti-larvaire, donc pour que ces relais-là aussi entrent dans les maisons, communiquent avec les populations pour nous aider à détruire tout ce qui peut constituer des gîtes pour la reproduction et la prolifération du moustique. Il est 12h12. RFM, fréquente en modulation, 94.0, la radio en puissance. Le ministère de l'économie et des finances sort les chiffres pour s'inscrire en faux contre la déclaration d'Abdoulaye Wade sur la dette du Sénégal, quand l'ancien président affirme que la dette de notre pays s'élève en ce moment à 65%. Le département de l'économie et des finances précise que le taux d'accroissement annuel de la dette du Sénégal sur la période 2007-2011, qui était de 21,8%, a été ramené à 13,6% sur la période 2012-2017. La synthèse du communiqué du ministère de l'économie et des finances avec Barthélémy Ngom. Le ministère de l'économie, des finances et du plan fait d'abord dans la précision. Après les allègements et annulations de la dette au titre des pays pauvres très endettés et d'initiatives d'allègement de la dette multilatérale, le taux d'accroissement annuel moyen de la dette du Sénégal sur la période 2007-2011, qui était de 21,8%, a été ramené à 13,6% sur la période 2012-2017. Le ministère, dans le communiqué qui nous a été envoyé, note que contrairement aux allégations de Maître Abdoulaye Wade faisant état d'un taux d'endettement du Sénégal de 65%, les différents rapports d'analyse de viabilité de la dette réalisée par les institutions spécialisées, à savoir le FMI et l'agence de notation Moody's, évalue le taux d'endettement du Sénégal en fin 2017 à 61,02% et 61,44% en fin 2018, loin donc de la norme communautaire qui est de 70%. Chiffre comparatif à l'appui, le ministère de l'économie, des finances conclut pour dire que le Sénégal était plus endetté sous l'ère Abdoulaye Wade que sous l'ère Macky Sall. S'agissant de la situation de trésorerie, les disponibilités vérifiables auprès de la Banque centrale s'élèvent à 164 767 741 843 francs CFA à la date du 2 novembre 2017 après le paiement des salaires du mois d'octobre 2017. Et jusque-là, 109 823 306 695 francs sont encore disponibles et donc mobilisables sur les comptes spéciaux, sans compter les 7 190 902 349 francs disponibles
sur le compte ordinaire. Par conséquent, souligne le communiqué du ministère de l'économie, le Sénégal dispose de capacités suffisantes pour payer à bonne date et ses fonctionnaires et sa dette et assurer en même temps l'exécution correcte des autres postes budgétaires. Notre pays peut bel et bien faire face à sa dette, soutiennent certains économistes. Toutefois, d'autres n'ont pas manqué d'inviter l'État à ne pas se laisser entraîner dans un goulot d'endettement tel que celui qu'on a connu il y a quelques années, ce qui avait nécessité d'ailleurs les ajustements structurels. Mohamed Ali Mouba. Le Sénégal ne peut pas être considéré comme un pays surendetté, même s'il est à 10% seulement du seuil fatidique fixé au niveau communautaire pour soutenir la dette. Professeur Moustapha Kassé, économiste. Vous voulez une croissance durable, rapide, robuste. Vous voulez effectivement avoir un budget assaini. Vous voulez ne pas, sans augmenter les impôts, vous voulez accroître les infrastructures de base, routières, énergétiques, hydrauliques. Vous voulez améliorer la qualité des ressources humaines, la santé, le système éducatif. Vous voulez diminuer la pauvreté. Et vous voulez effectivement investir grandement dans les infrastructures. Alors, et vous avez un déficit d'épargne. Qu'allez-vous faire? Mais là, la dette devient effectivement un des moyens. Tous les pays développés sont à 100 et quelques. L'endettement permet de relancer l'économie en la finançant. Il faut que l'argent contracté aille toutefois dans le circuit productif. Les investissements structurants. Or, l'économie sénégalaise n'est pas très diversifiée, elle est donc fragile. Dr Souleymane Keita, enseignant-chercheur en économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Que les mécanismes internes qu'il faut pour pouvoir soutenir ce qu'on appelle cette dette-là, le mécanisme n'est pas complètement mis en place pour nous permettre à nos économies, n'est-ce pas, de soutenir effectivement le niveau de l'endettement. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se voiler la face que nous sommes dans une économie sous-développée et que donc nos niveaux de production ne sont pas si élevés, nous permettant, n'est-ce pas, de soutenir effectivement le niveau de l'endettement si ça dépasse un certain nombre de seuils. Il faut que maintenant qu'on relève effectivement, qu'on essaie d'améliorer le niveau de productivité de notre économie pour rendre effectivement notre dette beaucoup plus soutenable. Mais même si le Sénégal venait à entrer dans le cycle infernal de la dette, notre pays a toujours la possibilité de renégocier, soutient encore professeur Moustapha Kassé. Les dettes, ça se rééchelonne, les dettes parfois ça se fasse. Tout ça, ce sont des politiques qui peuvent venir devant. Le taux d'endettement du Sénégal est estimé à 60% de son PIB, pas très loin du seuil fixé au niveau communautaire, 70%. Gros problème en vue, le service de la dette et la capacité du Sénégal à financer son économie à court terme. L'actualité politique. Les éventuelles retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade évoquées ces derniers temps sont-elles compromises avec les déclarations de Maître Wade contre Macky Sall et son régime? Les analystes politiques répondent par l'affirmative. Cependant, ils soulignent que le rapprochement entre les deux hommes est encore possible, même si les choses ne seront pas faciles vu l'état de dégradation de leur relation. El Hadj Ndiogou. Alors que tout le monde s'attendait à voir un vent de décrispation souffler entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, surtout après les propos du porte-parole du khalife général des Mourides, la tempête persiste dans les relations entre l'ancien et l'actuel président de la République. Et la dernière sortie au vitriol du premier n'est pas pour apaiser la situation. Pour l'analyste politique Mamadou Sy Albert, il y a un lourd contentieux entre les deux. On ne voit pas comment aujourd'hui l'élève et le maître peuvent se retrouver autour d'une politique publique. Ça, c'est la première difficulté que Macky Sall a avec Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est dans l'opposition, Macky est au pouvoir. Je crois qu'à partir du moment où Karim Wade a été en prison, c'est jugé qu'aujourd'hui c'est un candidat qui risque de ne pas se présenter. Donc cette relation-là également, elle se dégrade. Mais attention, les apparences peuvent tromper, semble dire Serigne Saliou Gueye. Le chef du desk politique du Témoin estime que le prédécesseur de Macky Sall utilise la pression pour mieux négocier d'éventuelles retrouvailles. Quand le président Abdoulaye Wade s'attaque au président Macky Sall, en tout cas de cette façon-là, au moment où tout le monde parlait d'éventuelles retrouvailles, je crois que aussi il est en train de jouer son va-tout. Et jouer son va-tout, c'est quoi? C'est-à-dire faire exercer une certaine pression sur le président Macky Sall, ne serait-ce que pour obtenir plus au moment où on parlera de négociation. Je crois que nous sommes en politique et ceux-là qui connaissent la politique sénégalaise, comment ça marche, savent bel et bien que le président Abdoulaye Wade c'est un renard politique. Parce que ce qui se joue de façon souterraine n'est pas ce que l'on clame sur la place publique. Notre interlocuteur ajoute que le président Abdoulaye Wade joue et va jouer à fond la carte Karim Wade. Aujourd'hui, l'avenir politique de son fils est complètement assombré par les charges judiciaires
qui pèse sur lui. Et je crois que la carte qu'il a jouée, c'est de tout faire pour que toutes ces poursuites-là quand même soient complètement levées sur l'avenir politique de son. Et Karim Wade, un facteur de blocage et de mésentente entre Wade et Sall, une situation embarrassante qu'indispose la communauté mouride selon Mamadou Sy Albert. Macky Sall, comme Abdoulaye Wade se réclame de la communauté mouride, tous les deux acceptent l'autorité des khalifes, tous les deux veulent travailler pour Touba. Donc la communauté mouride souhaiterait bien une entente entre les deux hommes. Mais malheureusement, le conflit, il est là. Regardez ce qui se passe au niveau électoral. Le président Macky Sall n'a pas réussi jusqu'à présent à conquérir ni Touba ni Mbacké. Donc c'est une difficulté. Plusieurs fois agité et espéré, les retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall tardent encore à se concrétiser malgré les appels pressants des guides religieux et des citoyens sénégalais. C'est Maître Abdoulaye Wade qui l'a annoncé hier à Touba. Maître Madické Niang est le numéro 2 du PDS à la place d'Oumar Sarr. Ce choix n'est pas surprenant selon Farba Senghor. Mais pour l'ancien responsable libéral, le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie n'a pas de base politique et n'est pas non plus un homme de combat. Écoutons Farba Senghor. On sait que Omar Sarr a mal géré le parti, il n'a pas obtenu les résultats escompté et il a perdu son mandat de député. Bon, tout le monde sait que le Parti démocratique sénégalais a perdu l'ensemble ou la presque-totalité de ses hauts et responsables et que il ne reste plus personne autour de Wade. Donc la personnalité de Madické s'impose. Malheureusement, c'est un homme de dialogue et de rapprochement, mais il ne maîtrise pas ou il ne connaît pas très bien le parti sur le plan politique. Il n'a pas de base, mais il ne maîtrise pas le parti. Parce que lui, il est écarté peut-être entre Saint-Louis, Touba et Dakar. Et le parti, c'est un ensemble qui couvre le territoire sénégalais. Lui, il avait de bons rapports avec les hauts responsables, mais vous savez que le parti est décapité. Donc, il n'a pas une expérience dans la gestion et dans l'organisation du parti. Mais maintenant, sur le plan relationnel, Madické est bon, mais ensuite, nous avons remarqué que ce n'est pas un homme, il n'est pas un homme de combat, il est plutôt un homme de dialogue. Il serait bon si le parti décide un rapprochement avec Macky Sall, mais autrement, je ne vois pas donc le parti sous Madické se mettre à combattre le régime actuel. Farba Senghor était interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. La suite de ce journal, c'est dans un instant. RFM. L'actualité internationale. Le Mali d'abord, Anna Rocha, avec cette bavure de l'armée française. Une bavure qui a coûté la vie à 11 soldats maliens il y a moins de 2 semaines lors d'un raid de l'opération Barkhane à Kidal. Ces soldats morts étaient détenus par un groupe terroriste dirigé par un Touareg malien selon plusieurs médias étrangers. Plus de détails avec Cher Diop. 11 soldats maliens prisonniers ont été tués dans la nuit du 23 au 24 octobre dernier, après un raid français de l'opération Barkhane dans la région de Kidal, selon des sources militaires maliennes citées par BBC Afrique. L'AFP ajoute que ce sont des photos des corps des soldats tués qui ont permis de recouper les informations et de confirmer leurs identités. Cette fois-ci, selon le groupe djihadiste, les soldats maliens qui y étaient retenus prisonniers seraient décédés lors du bombardement par Barkhane. Plusieurs journaux et sites d'information du Mali ont cette semaine rapporté que les autorités françaises ont reconnu une bavure devant les autorités maliennes, notamment le ministre de la Défense. Quelques 4000 militaires français sont déployés dans la bande sahélo-saharienne, une zone vaste comme l'Europe dans le cadre de l'opération Barkhane. Le Libéria à l'écoute de la Cour suprême. Elle doit se prononcer normalement ce lundi sur d'éventuels cas de fraude suite au recours en justice introduit par l'un des candidats à la présidentielle du 10 octobre. Charles Walker, en l'occurrence, arrivé 3e au premier tour. Mais quelle que soit la décision de la Cour suprême, le délai est court pour assurer le second tour demain 7 novembre comme prévu. C'est ce qu'a dit un responsable de la commission électorale interrogé par la BBC. Ce second tour doit opposer Georges Weah, ancienne gloire du football, au vice-président sortant, candidat du parti au pouvoir Joseph Boakai.
En République démocratique du Congo, c'est toujours l'impasse. La crise politique qui mine ce pays est profonde et ne semble pas se dissiper de sitôt. Hier dimanche, la commission électorale a annoncé un nouveau calendrier électoral. Les élections générales sont désormais prévues le 23 décembre 2018, ce qui permet au président Kabila de rester au pouvoir jusqu'en début 2019. L'opposition rejette ce nouveau calendrier et continue de réclamer son départ. On fait le point avec Diarra Diatta. Moïse Katumbi, l'un des responsables de l'opposition et candidat à la présidentielle, affirme que ce régime prédateur veut prolonger l'instabilité et la misère du peuple. Il n'accepte pas ce calendrier qu'il qualifie de fantaisiste. Stop, Kabila doit partir. Le candidat Moïse Katumbi demande une transition sans Kabila à compter du 1er janvier 2018 pour confier l'organisation des élections à des responsables indépendants. Il déclare que la légitimité de Joseph Kabila s'arrête au 31 décembre, faisant ainsi allusion à l'accord qui prévoit des élections dès la fin de cette année et qui est resté lettre morte. Le mouvement citoyen Lutia veut une position commune, ferme, invariable et sans équivoque, considérant que Kabila doit quitter le pouvoir pour cesser d'être considéré comme président de la RDC à partir du 31 décembre 2017. Les appels de l'opposition et de la société civile aux journées ville morte n'ont rencontré qu'un succès mitigé. Depuis la mort le 1er février du chef historique de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi, chaque tentative de manifestation est sévèrement réprimée, comme lundi dernier à Goma, où au moins 4 civils et 1 policier ont été tués. Aux États-Unis, au moins 26 personnes ont perdu la vie dans la fusillade qui a eu lieu dans une église au Texas. C'était hier. Le bilan pourrait encore s'aggraver, pour reprendre les termes du gouverneur du Texas lors d'un point de presse. Le tireur, lui, est mort. Il a été identifié comme étant un homme blanc d'une vingtaine d'années, 26 ans précisément. Et puis un mot de culture, Antoine, pour terminer. La littérature, le prix Goncourt cette année a été attribué à Éric Vuillard pour son livre L'ordre du jour, qui s'intéresse aux coulisses de la Seconde Guerre mondiale, qui jouit d'une bonne critique de la part de la presse française. Merci Anna Rocha. RFI Sport. La page des sports avec Malal Junior Diagne. On commence avec le football. Afrique du Sud, Sénégal. Alassane Dour mise sur l'attaque des Lions pour obtenir un bon résultat à Polokwane. L'ancien international du Sénégal estime que le Sénégal doit jouer avec sa ligne offensive pour faire plier cette équipe sud-africaine vendredi prochain à Polokwane. De l'avis de l'ancien militaire de la génération 2002, Alucis doit mettre une équipe offensive pour mettre à mal donc le public et les Bafana, mais également essayer d'exploiter les brèches et surtout garder le ballon, ne surtout pas laisser cela aux Sud-Africains. Il estime que la qualification doit être acquise une fois à Polokwane et faire la fête à Dakar. Alassane Dour, que nous écoutons. Il faudra jouer naturellement, il faudra prendre le match comme un match normal. Je vais jouer avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'engagement. Ça va être la clé. Il faut être engagé pour gagner ce match-là. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. L'entraîneur saura le briefing qu'il devra faire pour motiver ses joueurs. Maintenant, ce sera sur le terrain. Il faudra être plus motivé que l'équipe de l'Afrique du Sud pour pouvoir l'emporter chez eux. Il faudra jouer, il ne faut pas être sur le calcul, pensant qu'il faut ramener un point ou non. Il faudra jouer parce que l'Afrique du Sud, encore une fois, c'est une équipe très joueuse. C'est une équipe qui joue au ballon. Et donc, il ne faudra pas leur laisser le ballon. Il ne faudra pas leur laisser prendre confiance chez eux. Ça pourrait être très fatal contre nous. Donc, il faudra aller jouer. Il faudra les presser très haut. Il faudra les empêcher de beaucoup prendre confiance et puis attaquer. Pour moi, aujourd'hui, la clé du match, c'est qu'il faudra attaquer. Il faudra pas attendre, calculer en se disant qu'il faut 1 point ou 2 points pour se qualifier. Non, il faudra attaquer et puis leur faire perdre confiance chez eux. Parce que c'est une équipe, ils n'ont pas au bon public. Leur public a tendance souvent à lâcher. Donc il faut faire de telle sorte que le public lâche vite. Donc jouer, attaquer pour gagner le match.
Football toujours après la finale du tournoi de Ziguinchor. L'heure est au bilan. Le tournoi international de Louga qui s'est déroulé pour cette année à Ziguinchor, qui a été remporté hier par le Jaraaf de Dakar, qui a battu en finale le Port Autorité de la Gambie sur la marque d'1-0. Pour l'organisateur de ce tournoi, c'est un bilan positif après donc les compétitions, mais également l'organisation de tout ce qui a été fait à Ziguinchor. Abdoulaye Sarr a tiré le bilan au micro de la Minba. Le bilan que j'en tire, c'est un bilan de satisfaction, réelle satisfaction d'ailleurs, parce que vous savez, regrouper 3 nations pendant une semaine ici à Ziguinchor, c'est pas chose facile. Nous avons réussi à regrouper les jeunes de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Sénégal autour d'un ballon pour communier, pour vivre ensemble ce qu'est le football et le sport. Donc c'est un moment de rassemblement, un moment de fraternité entre les peuples que vivent cette union. Nous souhaitons que ces pays se rapprochent davantage, au-delà même des autorités politiques, autorités administratives, mais il faut que le sport les unisse davantage pour que l'année prochaine, peut-être qu'on ira en Gambie ou en Guinée et jouer là-bas, essayer d'amener des Sénégalais dans les autres pays, et comme ça nous irons de l'avant pour le grand développement de notre sous-région. Vous savez, le football se joue partout. Un tournoi, c'est pas fixe. Même si nous l'appelons le tournoi international de Louga, il peut se jouer même en Europe. Donc avant d'aller là-bas, choisissons nos parents frontaliers, c'est-à-dire la Gambie, la Guinée-Bissau et pourquoi pas. À présent, la lutte pour boucler cette page des sports. La lutte donc avec les 2 vitesses qu'utilise l'arène sénégalaise depuis le début de la saison. D'un côté, la lutte simple qui vit de beaux jours et de bons week-ends depuis le début, et la lutte avec frappe qui peine à trouver son envol, faute de promoteurs, faute de lutteurs, faute de stade. Comment donc expliquer cette situation à 2 visages? Nous avons posé cette question à Malik Chandoum, chroniqueur à Sen-TV. La lutte sans frappe n'a pas de problème. Depuis le début de la saison d'ailleurs, il n'y a que Adrien Senghor et le stadium Iba Mar Diop qui sont en ébullition pour le compte de la lutte sans frappe. Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lutteurs inscrits depuis le début. Ceci est dû tout simplement au fait que beaucoup de lutteurs n'ont pas encore renouvelé leur licence, pour la bonne et simple raison que l'affiliation, la réaffiliation pose problème pour certaines équipes. Maintenant, pour le compte de la lutte avec frappe, depuis le début de la saison, il y a pratiquement pas d'organisation, il n'y en a même pas eu. Même pas à Ibamar. Serigne Modugno, qui était, qu'on appelle le promoteur numéro 1 de l'arène du fait de ses organisations régulières, n'est pas encore descendu dans l'arène parce qu'il y a une nouvelle réglementation mise en vigueur par le CNG qui pose problème à certains promoteurs. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut déposer la caution intégralement avant l'organisation du combat. Donc ça pose problème pour certains promoteurs, ce qui fait que alors ils sont un peu bloqués. Maintenant, l'autre crise, on peut l'appeler la crise par le sommet. Ce sont les grands combats, ce qu'on appelle les combats des ténors qui posent problème. Parce que Demba Diop est fermé, le stade Léopold Sédar Senghor est difficilement maîtrisable sur le plan organisationnel et sur le plan de la prise en charge du cahier de charge par les promoteurs qui sont un peu dubitatifs pour aller là-bas. Pour finir, donc, nous parlons de handball avec l'équipe de Saltigué chez les filles et l'USRA et chez les garçons qui ont réussi à remporter les finales de la Coupe du Sénégal qui s'est jouée, donc des finales qui se sont jouées ce samedi. C'était donc au stadium Iba Mar Diop. L'équipe de Saltigué a battu chez les filles l'équipe de Tuawan, alors que l'USRA a dominé Saltigué de Rufisque-Antoine. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique du lundi avec Abdoulaye Cissé. Par 2 fois cette semaine, le garde des Sceaux a tenu la chronique judiciaire sur la demande de lever l'immunité parlementaire de Khalifa Ababacar Sall d'abord et ensuite sur l'incarcération provisoire et sans fin de l'imam Dao. Et à chaque fois, difficile de savoir si l'on entend le ministre par ailleurs juriste émérite ou le néo-militant politique défenseur de toutes les causes partisanes. Il faut dire qu'entre les deux, la frontière est tenue. Abdoulaye Cissé. C'est connu, ce ne sont pas les plus grands médecins qui ont été les meilleurs ministres de la Santé. Mes respects, Dr Eva Marie Coll Seck. Votre secteur ne semble pas trop vous regretter. Tout comme ce ne sont pas les plus grands enseignants qui ont été les meilleurs ministres de l'éducation, de l'enseignement ou de la formation professionnelle. C'est à peine si la communauté universitaire se rappelle du passage de l'éminent professeur Mamoussé Diagne, très éphémère ministre de l'enseignement supérieur du Sénégal des années 2000. Et pourtant,
C'est dire si Ismaïla Madior Fall fera exception à cette règle fatale. Le professeur de droit, juriste émérite, semble marcher sur les œufs et parfois les braises qui lui font rater quelques marches de l'histoire judiciaire du pays. En notre connaissance, il n'y a pas de loi d'exception qui édicte que la justice use et abuse de son pouvoir pour priver de liberté un citoyen. Fût-il un citoyen qui a maille à partir avec Dame Justice, même pour des faits de terrorisme, et encore. Quand le garde des Sceaux essaie de justifier la longue détention préventive de l'imam Daou par le fait que le dit prévenu est poursuivi pour des délits nouveaux dans le pays, comprenez des faits de terrorisme, s'adresse le poil de tous ceux qui sont épris de liberté et de respect des libertés individuelles. L'État ne peut en aucun cas se prévaloir de sa propre turpitude pour maintenir quelqu'un en prison juste parce que l'institution judiciaire ne sait pas encore comment on traite ce genre de sujet. Le Sénégal n'est pas qu'une simple virgule sur la carte du monde. Phénomène nouveau, certes, pour notre pays, et tant mieux. Mais juste si on s'inspirait de ce qui se fait ailleurs, l'imam Daou ne serait pas une seule seconde en prison. En tout cas, pas en prison en attendant son procès. En France, des imams aux prêches radicaux et à l'activité suspecte sont à peine mis en examen. Tout juste sont-ils assignés à résidence et ça suffit largement à les mettre hors d'état de nuire et surtout à les mettre sous surveillance étroite pour garder un œil sur leurs moindres connexions et fréquentations. C'est une vérité qui crève les yeux. Et dans notre pays, un prêche, un discours qui prône un islam rigoriste ne doit conduire personne en prison. L'islam rigoriste a ses partisans au Sénégal, qui peut le nier? Mais aucun ibadou, puisqu'il faut les nommer ainsi, n'a songé à se faire sauter ou à faire un carnage dans le pays. L'avocat Ousmane Sey n'a pas tort finalement de penser qu'on met trop facilement les gens en prison dans ce pays. Et cela juste par la toute-puissance du procureur de la République. J'y ajouterai avec le binôme qu'il forme avec son juge d'instruction. Il serait juste regrettable que le garde des Sceaux soit dans l'obligation de tout justifier. Mais comment peut-il en être autrement puisqu'il est obligé d'endosser le bras politique qui actionne le parquet? Que le même garde des Sceaux donne l'échéance à venir pour Khalifa Sall, c'est-à-dire fixer le cap du procès, rompt avec une tradition républicaine qui voudrait que les autorités publiques ne commentent pas un dossier pendant devant la justice. Il a peut-être décidé de ne plus faire avec les faux semblants. Tant mieux. Les lignes sont donc ainsi clairement tracées, mais c'est sûr, c'est au discrédit de l'institution judiciaire. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. La presse du jour avec Barthélémy Ngom. Bonjour. Abdoulaye Wade, star à Touba, vedette de la presse de ce matin. Presque tous les journaux évoquent sa visite hier dans la ville sainte. L'Observateur se fait l'écho de son discours. J'ai mal, dit Gorgui à la une du journal. Mal parce que Macky Sall m'a attaqué et a tenté de m'humilier. Mal parce que la situation du pays est catastrophique. Des propos qui résonnent jusque dans les colonnes de Walf Quotidien. Wade attaque et cogne. La situation financière du Sénégal est grave. Pour étayer ses propos, il cite dans Enquête la dette du Sénégal qui à ses yeux est intolérable. Voilà pourquoi, selon le pape du Sopi, le ministre de l'économie et des finances a du mal à payer les salaires des fonctionnaires. Ce qui fait dire à l'As quotidien qu'Abdoulaye Wade fusille Macky Sall. Désolation, regret, haine. Wade ne cautionne pas du tout la façon dont son successeur gère le pays. Pour lui, Macky Sall est conseillé par des pangols et des charlatans. Toujours dans l'As quotidien, Wade se dit déçu de voir Kormarem, son successeur, mener le pays vers le chaos. À l'en croire, tout le monde est unanime à reconnaître les nombreux dégâts que connaît le Sénégal depuis son départ du pouvoir. Wade a donc perdu le pouvoir, mais pas tout bas. Le quotidien Les Échos parle d'une visite triomphale de Gorgui dans la ville sainte. Serigne Bass Abdou Khadre, repris par Les Échos, déclare à l'endroit de Wade, je cite, c'est Dieu qui t'a logé dans le cœur des populations de Touba. Fin de citation. Wade exulte et descend. Macky Sall, titre Les Échos. Les Échos du déplacement de l'ancien président de la République à Touba. Vox Populi évoque un autre angle. Selon mon confrère, Wade enterre les retrouvailles entre lui et Macky Sall avec des propos du genre « Celui qui m'a succédé a essayé de m'humilier », écrit Vox Populi. Mon confrère note qu'Abdoulaye Wade a rendu hommage à la communauté mouride qui lui a permis de remporter les dernières élections législatives à
à Touba, suffisant pour qu'il réclame 2 députés de plus dans les colonnes de Direct Info. Dans le même journal, il rend hommage aux Mourides et déclare « Tout ce que j'ai obtenu, je le dois à Serigne Touba et il ne veut jamais que Touba échappe au PDS. » Et il ajoute que s'il avait un 3e mandat, il aurait fait plus pour Touba. Daoucho de dire qu'entre Abdoulaye Wade et Touba, c'est le parfait amour. Dans le quotidien, Wade souhaite que le successeur de Macky Sall soit un Mouride, ce qui fait dire au journal du groupe Avenir Communication que Wade descend Touba. Un autre leader qui était à Touba hier, Idrissa Seck. L'observateur sur ce déplacement du leader du parti Réumi renseigne qu'il dit n'a pas souhaité se prononcer sur les sujets d'actualité. Je préfère choisir d'autres circonstances, a-t-il balancé aux journalistes avant d'ajouter qu'ils étaient partis solliciter des prières dans le cadre de la mission qu'ils se sont assignés au service du pays. Il attend donc d'autres occasions pour évoquer l'actualité qui reste dominée par la demande de levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Un sujet qui justement occupe la une de Sud Quotidien avec les propos de El Hadj Issa Sall, coordonnateur national du PUR, le parti de l'unité et du rassemblement. Sur l'installation de la commission ad hoc pour la levée de l'immunité de Khalifa Sall, il soutient que l'Assemblée nationale a manqué de courage. Une phrase qui occupe la une de Sud Quotidien. À la page 2, le député estime que l'Assemblée nationale devait demander l'arrêt des poursuites contre le maire de Dakar. Issa Sall, député, a tenu ses propos à l'émission Objection de la radio Sud FM. Le ministre de l'Intérieur a cœur ouvert dans les colonnes de l'Observateur à Ngouille Ndiaye sur le dialogue politique. Il sera relancé le 21 novembre prochain, confie-t-il à mon confrère. Il va donc convoquer les 294 partis politiques sur le processus électoral pour des échanges. Ali Ngouille Ndiaye prend date pour l'histoire, mentionne mon confrère, avec une volonté de réussir ce que ses prédécesseurs n'ont pu réaliser. Il veut trouver un consensus avec toute la classe politique sur les aspects de la question électorale. Et pour arriver à ce consensus, note l'Observateur, l'État est prêt à faire d'énormes concessions. Déjà, Ndiaga Ndiaye, mon confrère, renseigne que les correspondances adressées aux 294 partis légalement constitués sont en cours de ventilation depuis vendredi. À terme, Ali Ngouille Ndiaye veut mettre en place un cadre d'évaluation de la refonte partielle des listes électorales. Lequel cadre va prendre en charge la réflexion sur le processus électoral à venir. Si on se parle, on trouvera des solutions, confesse encore Ali Ngouille Ndiaye. La nomination de l'inspecteur général d'État Oumar Diallo à la tête de la douane. Le témoin évoque le sujet avec une interrogation. Macky Sall a-t-il posé un acte illégal? Oumar Diallo est un retraité de la douane depuis 3 ans. Mais comme il est un IGE, il doit être en activité jusqu'à 65 ans. Le témoin donne la parole à des militaires qui estiment qu'un retraité ne peut en aucun cas commander des soldats en activité. Terminons par Le Soleil qui se lève ce matin avec la promotion des investissements et annonce que le Sénégal mise sur les tribunaux de commerce. Un tribunal commercial sera installé à Dakar et un autre à Mbour. Bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Fin de cette édition, le rappel de quelques titres. 24 morts et de nombreux blessés, c'est le bilan provisoire de l'accident qui s'est produit ce matin entre Sagata et Kébémer. Et puis l'épidémie de dengue dans la région de Louga à la date d'hier, 79 cas positifs ont été enregistrés sur 510 prélèvements. Il n'y a aucun décès, aucune complication selon le ministère de la Santé. Journal présenté par Antoine Dioufala, technique Vincent Mamadou Diop, réalisation El Hadj Ndiogou Diène. À 13h, vous allez retrouver justement El Hadj Ndiogou Diène pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, le journal du Magal avec nos envoyés spéciaux. Sokhna Tambay à la présentation. Senelec ak ni mu baaxoo taxawee ci màggalu Touba gu nekk màggalu ren gi da koy gën a yokk ngir gën a jege askan wi jàppale leen taxawu leen gindi leen moo waral ñu indil leen ay stand commercial ci màggal gi fu ngeen dem ci Touba di ngeen fa fekk stand yu Senelec yi ak suñuy ndaw lépp lu ngeen soxla ni ay xibaar jëm ci liggéey doxin ak produit yu Senelec yi rawatina compteur Woyofal yu bees yi di ngeen ko am dinañu leen ci yokkalit ab camion mobile buy wër dëkk bi ngir daje ak taalibe yi directeur général bu Senelec ak mboolem personnel bi ñooy ñaanal taalibe yépp màggaluk jàmm. Bonjour à tous et bienvenue à Touba Mbaké. Aujourd'hui, c'est le 5e numéro du journal consacré à la 123e édition du Grand Magal. Ce lundi, le comité d'organisation tient une rencontre sur le soufisme et le développement, un panel qui verra la participation de plusieurs sommités. Le marché de la viande à quelques 48 heures du Magal, pas d'inquiétude à se faire. Les éleveurs de Touba rassurent. Selon Mor Diarasso, le président de la maison des éleveurs, le marché du bétail est bien approvisionné et le restera.
Mohamed Diop. Le président de la maison des éleveurs de Touba se veut rassurant. Le marché du bétail est bien approvisionné selon Mor Diarra Sow. Nous sommes vraiment rassurés. Des mesures ont été prises par les éleveurs pour la disponibilité du bétail. Nous sommes certains que nous avons un rôle important à jouer pour la réussite du Magal. C'est pourquoi nous avons mis les bouchées doubles pour satisfaire la clientèle. Il invite par ailleurs les vendeurs à intégrer les foirailles pour écouler leur bétail. J'invite les vendeurs à rejoindre les foirailles. L'eau y est disponible et la sécurité est également assurée. Pour renforcer la sécurité autour des points de vente, Mor Diarra Sow préconise une unité mobile de la gendarmerie afin de décourager les voleurs. Le Magal, ce n'est pas seulement la viande, le poisson aussi à sa place. Il faut bien diversifier les plats. Sur ce, le complexe frigorifique Serigne Saliou Mbacké, qui est écoulé entre 200 et 300 kg par jour, vend pendant cette période 1,5 voire 2 tonnes de poissons par jour. On n'y vend que du poisson de qualité. Makumba Bey nous en dit plus dans ce reportage. Ce n'est pas seulement le foirail qui grouille de monde pendant le Magal et fait les bonnes affaires. Le marché du poisson se porte très bien aussi. Si l'on se fie à l'activité du Cofris, le complexe frigorifique Serigne Saliou Mbacké, Papa Mamadou Ndiaye est le responsable des ventes. On a 115 tonnes. Nous avons une capacité de stockage de 75 tonnes par jour. On vend jusqu'à 300 ou 400 000, c'est-à-dire 200 ou 300 kg. Mais pendant le Magal, ça marche beaucoup mieux. Ça peut aller d'une tonne et demie jusqu'à 2 tonnes. Les Sénégalais adorent le poisson. Différentes variétés de poissons nobles et fruits de mer y sont proposées. La vente se fait par kilo. Le poisson qu'on appelle barracuda ou sede est très apprécié ici. Le poisson beurre aussi est aimé. On vend le kilogramme à 2500 francs. Il y a aussi le niaouner, les dorades à 1500, les brochettes à 1500 francs et enfin les crevettes à 5000 francs le kilogramme. Le complexe frigorifique Serigne Saliou Mbacké dispose de 2 chalutiers qui vont pêcher jusqu'à Oman. Les poissons peuvent y être conservés pendant 1 an dans des chambres froides dont la température va jusqu'à moins 20 degrés. Merci Makumba. Vous le savez peut-être déjà, Mbacké a une communauté catholique non négligeable et celles-ci se sont très concernées par le Magal. Les catholiques ouvrent leurs maisons aux pèlerins mais prient aussi pour un bon Magal. Georges Diop a fait un tour à la paroisse Sacré-Cœur de Mbacké. Mariama Mendy se dit Ndiago de Serigne Fallou. Elle vient de sortir de la messe. Elle a prié pour un bon Magal. On le prépare comme nos frères musulmans et nous prions pour un très bon Magal. Pâques des prières, Mariama Mendy ouvre ses portes aux pèlerins. Nous aussi, nous avons des invités qui logent chez nous. Nous libérons nos chambres pour eux et leur préparons à manger durant tout le Magal. Johanna et Pierre Ambroise, eux aussi, vivent le Magal comme leurs frères musulmans. Depuis longtemps, nos portes sont ouvertes. On a nettoyé nos maisons, on a installé nos chambres, on accueille tout le monde. Et notre porte n'est jamais fermée durant le Magal. On reçoit des gens qu'on ne connaît même pas. Ça, c'est la vue du Magal. Et on vit le Magal comme les mourides le vivent. On fait du berné. On fait du berné chez nous. On fait du berné comme les mourides. Est-ce qu'on ne fait pas plus de berné même que les mourides? De bons berné, vraiment. Vraiment. Tu vois, par exemple, des frères musulmans mourides qui viendront pour le Magal, ils n'auront pas là où passer la nuit. Toi qui es chrétien, tu es obligé de les héberger. On passe tout le week-end du Magal avec eux. Pierre Ambroise est le sacristain de la paroisse Sacré-Cœur de Mbacké. Aller à la mosquée de Touba et prier le jour du Magal, il le fait fréquemment. Même si ils vont aller à Touba, les chrétiens vont aller prier avec eux. À la grande mosquée de Touba, bien sûr. Tout cela pour Bamba. Et les catholiques de Mbacké le vivent bien. Nous
wuñu fa njaago Serigne Fallou ñun njaago Serigne Fallou yi ñun ñoo wax lu njaago Serigne Touba njaago Serigne Fallou. On en vient au dernier point de ce journal, le Khassaïd du jour, Mafatihul Bichri ou la clé du bonheur. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul aurait écrit ce poème après son retour d'exil. Khassaïd du jour, Makumba Bey avec Abdul Ahad Bousso Maram. Mafatihul Bichri, ça veut dire les clés du bonheur. Certaines sources révèlent que le Cheikh l'a écrit en 1888 à Touba. D'autres sources disent que c'est à Thiéyène Djolof après le retour à l'exil. Mais le plus sûr, c'est que le Cheikh l'a écrit à Touba, ensuite le renouvelé à Thiéyène Djolof. Ce poème s'inscrit dans la catégorie des prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il est divisé en 5 parties et composé de 374 vers. Ce poème permet d'atteindre l'agrément du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Grand merci à toute l'équipe qui a aidé à vous présenter ce journal. El Hadj Daouda Diouf, Moussa Oumar Gueye, Papa Balla Gueye, Mohamed Jo Diop, Georges Déthié Diop, Makumba Bey, Lamine Sow, Alioune Bar et moi-même, Sokhna Nata Mbaye. Rendez-vous demain pour d'autres actualités à Touba et Mbacké. Au revoir.